Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler d'isométrie. Donc dans l'exercice qui suit, on va déjà démontrer que l'endomorphisme F dans chaque cas est une isométrie et ensuite on va donner les éléments caractéristiques de F. Alors, donc bien sûr, je vous laisse faire des pauses, faire des recherches et visionner après la correction. Alors, voici la matrice représentative de l'endomorphisme F dans une base orthonormée directe. Donc, pour montrer que F est une isométrie, on peut montrer par exemple que les vecteurs colonnes de M forment une base orthonormée de l'ensemble des matrices colonnes à 3 lignes. Voilà les 3 vecteurs colonnes. On démontre très rapidement que la norme de chacun de ces vecteurs est égale à 1. Et ces 3 vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Il suffit de faire les produits scalaires. On aurait aussi pu simplement faire F1 scalaire F2 et puis F1 vectoriel F2 et observer qu'on trouve F3. Ça aurait marché aussi. Les vecteurs colonnes de M forment une base orthonormée de l'ensemble des vecteurs colonnes à 3 lignes. Donc M est bien une matrice orthogonale. On en déduit donc immédiatement que F est une isométrie vectorielle de R3. Maintenant qu'on sait que F est une isométrie vectorielle de R3, on va rechercher le noyau de F moins l'identité. Quand on aura la dimension de ce noyau, on saura à quel type d'isométrie on a affaire. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand on écrit M moins l'identité? Alors, on obtient cette matrice-là. Donc, on peut nommer par exemple les vecteurs colonnes C1, C2, C3. Alors, si vous ne le voyez pas tout de suite, vous pouvez résoudre un système par exemple. Mais là, on a 3 fois C1 plus C2 plus C3 qui est égal au vecteur nul. Les vecteurs C1 et C3 étant linéairement indépendants, il suffit de vérifier. Et puisqu'on peut écrire C2 comme combinaison linéaire de C1 et C3, C2 égale à moins 3C1 moins C3, alors on en déduit que le rang de F moins l'identité, c'est 2. Donc d'après le théorème du rang, la dimension du noyau de F moins l'identité, c'est 1. Donc, le noyau de F moins l'identité, c'est engendré par le vecteur de coordonnées 3, 1, 1. Voilà, maintenant on a une information supplémentaire, on sait que F est une rotation. Parce que l'ensemble des vecteurs x de R3 qui vérifie f de x égale x, c'est un ensemble de dimension 1, c'est une droite vectorielle. Maintenant qu'on sait que f est une rotation, on sait qu'il existe une certaine base dans laquelle la matrice associée à f va être semblable à la matrice suivante. Ce qui nous reste à trouver, donc, c'est l'angle de la rotation. Donc là, moi, je vais utiliser le fait que la trace d'une matrice est invariante par changement de base. Alors, dans la matrice qui nous est donnée au départ, donc la trace, on a 2 moins 2 moins 2 sur 3, c'est-à-dire moins 2 tiers. Et dans une autre base, on a 1 plus 2 cos θ. Voilà, une petite résolution d'équation nous permet de trouver cos θ égale à moins 5 sixièmes. Voilà, maintenant il faut que je connaisse le sens de ma rotation. Est-ce que je vais prendre θ est égal à arc cos de moins 5 sixièmes ou est-ce que je vais prendre θ est égal à moins arc cos de moins 5 sixièmes? Donc il me faut le signe du sinus de θ.
Donc pour ça, il faut que je cherche un vecteur qui est non collinéaire au vecteur donc, de l'axe de la rotation, donc le vecteur de coordonnées 3, 1, 1. Alors en général, eh bien, il suffit de prendre le vecteur de coordonnées 1, 0, 0. Ça fait l'affaire. Signe de θ est du même signe que le déterminant de la matrice formée par les vecteurs U, I, F de I. F de I, c'est très simple, c'est la première colonne de la matrice M qui nous est donnée en début d'exercice. On n'a plus qu'à calculer le déterminant, il est positif. Donc, eh bien, F est une rotation d'axe dirigée par le vecteur donc de coordonnées 3, 1, 1 et d'angle arc-cos de moins 5 sixièmes. Le deuxième, allez, faites les pauses et faites les recherches. On en parle après. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, on veut montrer que les vecteurs colonnes de M forment une base orthonormée de l'ensemble des matrices colonnes à 3 lignes. Norme de F1 égale norme de F2 égale norme de F3 égale 1, bien sûr. D'autre part, il suffit d'effectuer les produits scalaires, donc F1 scalaire F2 égale 0, F1 scalaire F3 égale 0, et F2 scalaire F3 égale 0. On a démontré que M était une matrice orthogonale, et donc on sait que F est une isométrie de R3. Quels sont ces éléments caractéristiques? On va faire comme tout à l'heure, on va regarder eh bien, quelle est la dimension de F moins l'identité. Alors, qu'est-ce que me donne M moins l'identité? J'obtiens la matrice suivante. Essayons de faire des opérations sur les colonnes. Je vois que j'ai 2C1 plus C2 égale vecteur nul. Voilà, et j'ai par exemple C1 plus C3 égale vecteur nul. Voilà, on voit pas très bien, mais c'est un 1 que j'ai en première ligne, troisième colonne. Très bien, ça signifie que j'ai deux vecteurs linéairement indépendants dans le noyau de F moins l'identité. J'ai le vecteur de coordonnées 2, 1, 0 et le vecteur de coordonnées 1, 0, 1. La dimension de F moins l'identité est supérieure ou égale à 2. D'autre part, eh bien, je vois bien ici que le rang de F moins l'identité, c'est 1. En effet, je vois bien que F moins l'identité est engendré par le vecteur, le seul vecteur, donc de coordonnées moins 1, 2, 1. Il suffit de regarder les vecteurs colonnes de la matrice M moins l'identité. Ce qui signifie que eh bien, la dimension de ker de F moins l'identité est égale à 2. 3 moins 1. La dimension de ker de F moins l'identité est égale à 2. Cela signifie que F est une réflexion de plans de vecteurs directeurs 2, 1, 0 et 1, 0, 1. Je vais calculer maintenant le produit vectoriel de ces deux vecteurs afin d'avoir un vecteur normal à mon plan. Ce qui me permettra de trouver bien tout simplement une équation de mon plan. F est une réflexion par rapport au plan P engendré par les vecteurs de coordonnées 2, 1, 0 et 1, 0, 2. Et ce plan a pour équation x moins 2y moins z égale 0. Allez, c'est parti pour la dernière. Voilà, je vous laisse faire la recherche. Et on y va. Allez, c'est la troisième fois qu'on le fait. On a compris comment est-ce qu'on montrait que F était une isométrie.
il ne suffit pas de calculer le déterminant de f et de trouver plus ou moins 1. Déterminons les éléments caractéristiques de f. Donc là c'est pareil, c'est la troisième fois qu'on le fait. On va déterminer la dimension du noyau de f moins l'identité. Alors là, tout de suite, on ne voit pas de combinaison linéaire des trois vecteurs colonnes qui pourrait donner le vecteur nul. Donc on va voir s'il en existe quand même une. Sinon, ça signifie que C1, C2, C3 sont linéairement indépendants. Déjà, je peux diviser la dernière ligne par 2. Très bien. Maintenant, en soustrayant la première ligne à la troisième, eh bien, j'obtiens que z est égal à 0. En remplaçant z par 0 dans les lignes 1 et 2, j'obtiens donc que x est égal à y et que x est égal à moins 5y. Seule possibilité, x égale y égale z égale 0. Les vecteurs colonnes de m moins l'identité sont donc linéairement indépendants. Cela signifie que le rang de f moins l'identité est égal à 3. Et cela, d'après le théorème du rang, ça signifie que la dimension de f moins l'identité est égale à 0. On peut donc dire que f est la composée d'une réflexion et d'une rotation. Alors là, je cherche un vecteur directeur de mon axe de rotation quand f est la composée d'une réflexion et d'une rotation. Donc je vais chercher un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. C'est pour ça qu'il faut que je cherche le vectoriel, ce qui engendre en fait f plus l'identité. C1 et C2 étant linéairement indépendants, le rang de f plus identité est égal à 2. Donc la dimension du noyau de f plus identité est égale à 1. Et donc le noyau de f plus identité est engendré par le vecteur de coordonnées 0, 2, moins 1. La rotation est d'axe de vecteur directeur 0, 2, moins 1. F est la composée d'une réflexion et d'une rotation. Ça signifie qu'il existe une certaine base dans laquelle la matrice de f va être la suivante, où θ est un nombre réel. Voilà, c'est l'angle de la rotation. Or, la trace d'une matrice est invariante par changement de base. La trace de m est égale à 2 moins 2 plus 1 sur 3, c'est-à-dire 1 tiers, d'une part, et d'autre part, donc j'aurai 2 cos θ moins 1. Cos θ égale 2 tiers. Donc maintenant, ça, il faut vraiment le connaître pour les rotations. Donc pour savoir dans quel sens on tourne, il suffit de prendre un vecteur qui est non collinéaire à l'axe de rotation et de lui appliquer f tout simplement. Donc en considérant le déterminant de UI f de i, donc le signe de ce déterminant, on aura le signe de sinus θ. F de i, c'est le premier vecteur colonne, c'est 2 tiers moins 1 tiers, 2 tiers. Allez, on essaye de calculer le signe du déterminant suivant, du coup. Il est négatif, donc on peut prendre θ égale à moins arc cos de 2 tiers. Allez, un petit bilan pour cette dernière isométrie. Donc f est la composée d'une rotation d'axe D de vecteur directeur, donc 0, moins 2, 1, d'angle moins arc cos de 2 tiers, et d'une réflexion de plan donc orthogonal
au vecteur de coordonnées 0, moins 2, 1, d'équation moins 2y plus z égale 0. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.